Bonjour, bienvenue dans cet entretien Doctissimo. Doctissimo, c'est le site leader historique, mais toujours numéro 1 en termes d'actu santé, de décryptage de l'actualité, mais aussi qui fait intervenir des professionnels de santé, des acteurs du système de santé, des décideurs. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Guillaume Bailly, qui est le président. Bonjour Guillaume. Bonjour. Président de l'ISNI, l'intersyndicale nationale des internes. Si on résume, c'est le représentant des jeunes professionnels de santé, des futurs médecins. Guillaume, première question, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Guillaume Bailly, le président de l'ISNI. On représente 30 000 jeunes médecins, des internes en France. Et je suis également cardiologue à Paris. Donc cette double casquette de représentant syndical, puisque c'est un syndicat, et de professionnels au contact des malades. Vous êtes médecin, j'aimerais votre diagnostic sur le système de santé. C'est vrai que le système de santé, ça fait la une pour des choses qui sont pas joyeuses, des déserts médicaux, un accès aux soins qui se complique, des urgences qui sont saturées. Quel est votre diagnostic en tant que jeune professionnel de santé ? Alors, le diagnostic de notre système de santé, c'est qu'il est en pleine évolution. Et au sein de ce système de santé, il y a un maillon essentiel que représentent les jeunes professionnels de santé. Pour faire fonctionner un système de santé, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en ville, il faut que ça fonctionne, il faut que ça tourne grâce aux professionnels de santé, aux jeunes internes que je représente aujourd'hui. Vous avez l'impression qu'on veut faire un système de santé sans les médecins ? Alors, non, disons qu'on est plus dans une évolution des métiers, on est face à une médecine qui se surspécialise, donc on ne fera pas de médecine sans médecin, ça c'est primordial. Malgré l'avènement de l'intelligence artificielle, l'essor de nouveaux métiers, le développement de nouvelles compétences, le médecin occupera toujours le rôle central au sein de notre système de santé et au sein de la médecine. Il y a plusieurs milliers d'années maintenant, Hippocrate qui décrivait la relation du médecin à son patient. Ça n'a pas bougé, simplement. Ça ne change pas et ça ne changera pas. Ça ne changera pas, ça ne changera pas. Disons qu'on va s'équiper de différents outils, on va réorganiser le soin, on va travailler de concert avec d'autres professionnels de santé qui eux aussi vont trouver leur place au sein de ce système de santé, mais on restera toujours dans cette relation du patient avec son médecin. Vous représentez l'avenir de la médecine, les jeunes médecins. On parle souvent de contraintes à l'installation. S'il y a des déserts médicaux, c'est parce que les médecins ne veulent pas s'y installer, en particulier les jeunes. On va les obliger à s'installer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il faut en fait regarder un petit peu l'évolution d'un médecin en France. Et donc, il fait au cours de ses 10 à 12 années d'études, dans des conditions qui sont très difficiles, déjà des choix et des sacrifices personnels pour la société et pour les patients. Il faut se dire qu'au bout de 10 à 12 ans d'études, dans des conditions de travail qui sont assez complexes quand même, on sait qu'ils dépassent largement les standards européens en termes de temps de travail, qu'ils sont sujets à beaucoup de harcèlement tout au long de leur cursus médical, de leurs études, de leur formation. Vous ne voulez pas leur rajouter un poids supplémentaire ? Il ne faut pas leur rajouter un élément supplémentaire, il ne faut pas faire déborder le vase, sinon en fait, ça aura un effet exactement contre-productif, inverse de ce qu'on souhaite. Les gens préféreront finalement ne pas s'installer, ne pas aller dans ces déserts médicaux, voire parfois même renoncer, c'est une triste réalité au métier, plutôt que d'aller contre leur volonté dans un endroit où ils n'ont pas d'attache ni familiale ni personnelle et qui sont à un âge, environ la trentaine, où vraiment toutes ces questions se posent. Je suis en train de faire une famille, je suis en train de me poser les bonnes questions pour faire un emprunt bancaire, je suis en train donc ça ne se fait pas sous la contrainte. Et pour bien soigner, il faut être bien dans sa peau. Et donc vous misez plutôt sur de la bienveillance, faire confiance aux professionnels de santé, miser sur l'attractivité et de l'incitatif plutôt que de la contrainte. Des mesures incitatives et faire confiance aux professionnels de santé, à commencer par les médecins, mais pas que. On sait que les territoires souffrent d'accès aux soins et le soin, ça implique énormément de professionnels de santé, des infirmiers, des kinés, des sages-femmes, etc. Donc il faut leur faire confiance. Ils savent comment s'organiser, ils savent ce qui est bon pour leurs patients et ce qui est bon aussi pour l'organisation des soins de manière plus générale. Des mesures incitatives, non coercitives. Alors vous représentez les jeunes médecins, vous avez un peu abordé le sujet du harcèlement, du mal-être. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup ça, que les jeunes, dès le début, sont assez mal dans leur profession. Qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est un constat qui malheureusement est partagé par beaucoup de mes confrères, de mes consoeurs. On sait que l'hôpital c'est un milieu très particulier où quand vous vous intéressez finalement à l'ADN d'un interne. Un interne c'est un jeune professionnel de santé qui est dit en formation. Il a cette double casquette de professionnel de santé en formation mais également d'étudiant. Et de par ce double statut, il y a parfois une espèce d'ambiguïté quant à leur place, quant à leur rôle. Ils assument les responsabilités des professionnels de santé mais également de ceux d'étudiants, et parfois un peu le cumul du désavantage des deux statuts. Donc une place qui est difficile à trouver,
un rapport quand même de hiérarchique assez important, puisqu'on a besoin de la validation de nos chefs de service, on a besoin de la validation de tout un tas d'acteurs pour passer à l'étape supplémentaire, pour valider un stage. Et ce qui fait que même donc vulnérable. Donc vulnérable, et ce qui fait que pour accéder à des droits fondamentaux, comme par exemple la parentalité et autres, c'est compliqué, puisqu'on est obligé de choisir soit l'un, soit l'autre, et de mettre en péril nos études. Tout ça dans un système où il manque de monde, et ça, on l'a bien vu et on le comprend. Alors ça, c'était le médecin qui soigne, mais il y a le médecin qui fait de la prévention. La prévention, justement, c'est une priorité nationale. On en parle beaucoup en disant que c'est une des priorités de la transformation du système de santé. Quelle est votre vision par rapport à la prévention, vos engagements? Est-ce que le médecin a encore une place dans la prévention? C'est hyper intéressant, parce que la prévention, ça n'est pas nouveau. Je pense que c'est même antérieur à la médecine. On s'est toujours posé la question de comment ne pas tomber malade. Mieux vaut prévenir que guérir. Exactement. Et donc finalement, quelle est la place de la prévention? Déjà dans les études, comment on enseigne la prévention? Est-ce que c'est l'essor du médecin généraliste? Est-ce que c'est l'essor du médecin de santé publique? Est-ce qu'on l'intègre de manière plus globale dans chaque profession? Est-ce que le chirurgien doit avoir des bases de prévention? Donc la première question, c'est comment on enseigne? Moi, je suis cardiologue. On sait très bien qu'aujourd'hui, quand on fume, on risque d'avoir des infarctus, on risque de faire de l'insuffisance cardiaque. Donc on ne peut pas dissocier le message de prévention avec l'acte de soin, c'est ça? Non, ça va de pair, exactement. Donc comment on enseigne, comment on rend aussi ces éléments attractifs, comment on les valorise à travers la formation des jeunes médecins, comment on arrive à leur dire que c'est aussi important d'éviter la maladie en connaissant un petit peu les facteurs de risque, en sensibilisant les patients, en sensibilisant également les médecins. C'est aussi important que le diagnostic en tant que tel. Il y a un élément qui est hyper intéressant, c'est qu'on sait qu'il y a du service sanitaire. Il faut envoyer... C'est quoi le service sanitaire? Alors le fait d'envoyer des jeunes, par exemple des externes, mais on pourrait imaginer même... Des étudiants en médecine, avant d'être internes. Voilà, aller voir des lycéens, des collégiens, des porter la bonne parole. Et porter vraiment des messages assez clés. Quant à votre autre question, est-ce l'acabit du médecin seul? Non, je pense que la prévention, vous savez, c'est le fameux Health in All Policies. Il faut s'intéresser à la prévention dans tous les domaines de notre société. On ne peut pas se dire que le médecin doit avoir le monopole de la prévention. Et pourquoi pas même inventer des métiers préventologues, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, qui s'intéresseraient à tous les versants de la prévention et qui intégreraient nos hôpitaux, notre économie, tous les plans de notre société. Le médecin est un maillon, probablement aussi un superviseur à un moment donné, parce que s'il y a un échec de la prévention, on se retrouve chez le médecin et en particulier chez le cardiologue pour aller déboucher les artères. Et on part avec de l'aspirine. Donc si on peut s'en passer, c'est encore mieux. Alors justement, ça fait une bonne transition, parler d'aspirine, industrie pharmaceutique. On sait que l'industrie pharmaceutique ou l'industrie en général dans le domaine de la santé et médecins, il y a un rapport qui est un peu particulier actuellement. Il y a une espèce de cloisonnement, on veut une barrière hermétique entre l'industrie et les professionnels de santé. Les jeunes médecins en particulier rejettent un peu l'industrie. Quelle est votre vision ? Ah oui, c'est encore plus vrai chez les jeunes médecins. Il y a une loi, maintenant même la loi anti-cadeau, qui fait que à travers notre cursus, on est de moins en moins en contact avec les grands groupes pharmaceutiques. Auparavant, il y avait tout un tas d'organisations, d'aides financières pour les congrès, d'aides financières pour d'autres projets scientifiques. C'est un mal ou c'est un bien alors ? C'était le cas avant. Je pense qu'il fallait légiférer à cette époque-là, puisqu'il y avait certaines dérives. Et surtout, il est important, quand on est en formation, de garder quand même un espèce de libre arbitre et de se faire sa propre formation avec les patients et ne pas en dehors en fait, des clous pharmaceutiques et autres. Donc à l'époque, c'était nécessaire. Maintenant, peut-être qu'un rééquilibrage des choses, parce qu'on voit que le contre-effet, c'est qu'on a de moins en moins accès quand même au congrès européen, au congrès de pharmacie. Parce que c'était l'industrie qui permettait aux praticiens et aux jeunes médecins de partir en congrès. Absolument, absolument. Donc un coup de balancier qui allait peut-être un peu trop de l'autre côté et qu'il faudrait rééquilibrer et en réassainissant les relations entre industrie et médecine, sans pour autant qu'on soit bien évidemment pieds et mains liés avec l'industrie pharmaceutique. Enfin, il y a un équilibre à trouver pour le meilleur, quoi. Je tire un peu le fil parce qu'en termes de communication, on voit beaucoup les réseaux sociaux, on voit beaucoup d'influx docteurs ou des digital opinion leaders, comme on dit, des DOL. Avant, il y avait des KOL, des key opinion leaders, qui étaient les partenaires de l'industrie pharmaceutique. Là, on voit plutôt des jeunes médecins qui font beaucoup de communication, qui sont très présents sur Instagram, sur TikTok, etc. Je voudrais avoir un peu votre sentiment sur ces jeunes docteurs et votre politique de communication en tant que représentant syndical. C'est la nouvelle révolution, enfin, qui n'est plus si nouvelle que ça,
mais il est vrai que maintenant, on dispense tout un tas d'infos médicales par les réseaux sociaux. Trop? Alors, trop quand elles sont mal employées. La question de la déontologie, de l'éthique médicale se pose quand on est médecin, quand on est pharmacien, quand on est infirmier et qu'on dispose une information, on dispose à des potentiels patients, on se doit de respecter une certaine déontologie médicale. Le code de déontologie. Le code de déontologie. Parce qu'on véhicule quand même des informations qui ont un impact sur la population générale. Il faut se dire que ce sont des réseaux sociaux qui parfois sont regardés par des millions de Français. Donc finalement, et qui engagent un peu l'image médicale et la crédibilité. Donc vous avez parfois autant d'impact quasiment que votre médecin généraliste qui vous connaît depuis 20 ans. Vous voyez le médecin qui vous dispense l'information, qui est reprise, partagée par des millions de gens, qui a un certain Donc il ne faut pas dire n'importe quoi pour ne pas mettre en difficulté le médecin généraliste qui va ramer après pour apporter la vraie information. Voilà. Donc après, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui le font très bien, qui le font à grand merveille. Il y a même des gens qui se servent des réseaux sociaux pour décrire un peu ce quotidien. Je pense à une influenceuse qui s'appelle, son nom c'est Draw Your Fight. C'est une externe qui est en situation de handicap et qui, à travers des dessins, décrit un peu son quotidien, sa difficulté. Quant au président que je suis, moi j'ai des messages à faire passer. Et mes messages à faire passer, il faut que ces messages-là atteignent les bonnes cibles. Quelles sont mes cibles? En premier lieu, les internes que je représente, pour leur montrer un petit peu ce qu'on fait pour la politique et pour être sûr que nous-mêmes, on part dans la bonne direction, mais également la population générale. On se doit de porter un message, et à mon sens, c'est le plus important, positif, disant que les jeunes médecins se mobilisent pour ce système de santé, que malgré les difficultés, malgré les diagnostics, tout ce qu'on fait, c'est pour les patients, c'est pour les Français, et qu'on n'abandonnera pas. Quelles que soient les difficultés auxquelles on est exposé, on se mobilisera pour eux. Si on voulait un mot de la fin, ça serait quoi? Ça serait l'engagement pour les patients et pour la santé publique? Et j'aime beaucoup cette formule de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il faut avoir confiance dans le système de santé. Je ne vous dis pas qu'il est parfait, je ne vous dis pas qu'on va s'en sortir, mais la France a toujours été un grand pays de santé. Je repense à notre Premier ministre qui disait que l'hôpital public est un trésor. Je finirai sur un petit terme sur les internes. Si l'hôpital public est un trésor, les internes en sont un des joyaux indispensables à son fonctionnement. Merci Guillaume. Merci.